va démarrer. Je remercie Nicolas de nous avoir donné l'opportunité de faire des conférences devant une salle bien remplie. Donc je remercie l'ensemble des pêcheurs d'être présents. On est prêt à répondre à toutes vos questions dans la limite de nos connaissances, bien entendu, qui sont limitées à notre savoir, qui est des fois pas suffisant. La pêche est un monde vaste et on peut ne pas avoir réponse à tout, mais on essaiera de vous donner les réponses qui nous semblent être les meilleures et celles qu'on emploie nous-mêmes. En aucun cas, on pense détenir la vérité et être sûr à 100% de ce qu'on va vous dire, parce que la pêche c'est quand même imprévisible. Pour ceux qui sont venus hier voir la compétition, vous avez pu voir des grands champions qui n'ont pas pris de poisson, non pas parce qu'ils ne savent pas pêcher, mais parce que les poissons n'étaient pas au rendez-vous. Et des fois, ces fameux poissons, ils nous font de sacrés coups et on ne les maîtrise pas toujours au mieux. Donc, vous inquiétez pas et ne prenez pas pour compte à 100% que notre réponse soit la seule. Il y a plusieurs façons de voir la pêche, plusieurs façons d'attraper les poissons, et toutes les façons sont bonnes. Nous, on va vous raconter ce qu'on fait nous, et ce qui nous permet, je dirais, dans 70% des cas, d'avoir une réponse à peu près adaptée à la situation. Donc voilà, donc je suis en présence, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Jean Desquet, j'ai été directeur commercial chez Sansas pendant plus de 35 ans. J'ai mis au point la gamme des amorces. Je pêche à l'équipe de France depuis 1989. Malheureusement, je suis passé dans la catégorie des masters, parce que j'ai vieilli. Mais je prends autant de plaisir à aller au bord de l'eau comme à mes premiers jours. J'ai eu la chance de pêcher à l'équipe de France avec les seniors, de gagner 2 fois le championnat du monde, de pêcher avec mon club du Team 28 et de gagner aussi le championnat du monde, de pêcher avec les masters et les vétérans. Et sur les 5 dernières années, on a réussi à gagner 3 fois. Donc j'ai eu cette chance-là. Maintenant, il y a des jeunes. Maxime qui est à côté de moi, Maxime Duchesne, qui est représentant chez Sansas tout nouveau, qui est en équipe de France, qui a été champion du monde. Ensemble, cette année, on a pêché, c'est la transmission d'une génération à l'autre, au pôle élite, à Creusval. On a gagné le pôle élite donc devant l'ensemble des autres pêcheurs de l'équipe de France, du moins ceux qui étaient présents. Et donc voilà, donc vous avez en Maxime un des meilleurs pêcheurs en France. Je n'ai pas dit le meilleur parce qu'on ne peut jamais dire que quelqu'un est meilleur que l'autre, mais il sait faire, il le fait très bien. Donc si vous avez plein de questions, il saura vous répondre. Il est complet plus que moi. Moi je pêche beaucoup au coup et je me contente du coup. Maxime il touche un peu à toutes les pêches, le feeder, l'anglaise, la bolognaise, la carpe. Donc vous pourrez lui poser toutes les questions. Aujourd'hui ça va être une conférence d'échange entre pêcheurs. Je ne vais pas vous faire un cours magistral, je sais le faire, mais je pense que c'est plus intéressant de pouvoir échanger entre nous, et vos expériences, elles nous servent. Moi j'ai fait des conférences comme ça, j'en ai fait pendant plus de 20 ans dans toute la France et dans toute l'Europe. J'ai rencontré des pêcheurs partout, et après les conférences, j'apprenais beaucoup plus de la part des pêcheurs qui venaient me voir pour apprendre, que je pense que ce qu'ils avaient appris avec moi. Donc ça m'a toujours servi. Je me suis toujours servi des autres pêcheurs pour comprendre la pêche. Parce qu'en fait, comme je vous disais au début, il n'y a pas qu'une façon de pêcher. Chacun a sa méthode, et dans chacun, il y a une part de vérité. Et j'ai toujours pris tout ça pour essayer de construire la meilleure expérience possible, et c'est ce qui m'a servi à pouvoir m'adapter au mieux par rapport au type de pêche que je pouvais trouver. Voilà donc en préambule ce que je voulais vous dire. Bon là, on va parler essentiellement d'amorce, mais si vous déviez et que vous avez une question autre que l'amorce, on l'accepte et on vous répondra bien sûr. Donc si avant de démarrer, bon là je vais vous parler d'amorce en général, vous avez déjà des questions, vous pouvez y aller, il y a des micros qui vont circuler dans la salle, Michael les fera passer. Vous posez votre question, vous faites attention dans le micro de parler proche du micro pour qu'on entende bien votre question et on vous répond. Donc si vous avez une question, vous levez la main, n'ayez pas peur, il faut qu'il y en ait un qui démarre et après tout le monde suit. En général au début, il y a toujours, les gens ont toujours peur de passer pour un imbécile, de poser telle ou telle question. Il n'y a aucune question imbécile dans la pêche et la base reste souvent la clé du meilleur succès. Donc n'ayez pas peur de poser des questions même basiques, c'est souvent ce qui permet de s'en sortir le mieux au niveau de la pêche. Allez-y. Bonjour,
Voilà, je vais vous reposer la question que j'ai vue déjà au salon, que je vous ai reposée et que je n'ai pas eu de réponse. C'est au sujet des bas de ligne. Vous vendez des boîtes de bas de ligne qui sont très bien, mais moi j'ai un petit problème d'handicap, j'achète vos bas de ligne et je n'arrive pas à les monter dessus puisqu'ils ne sont pas réguliers en longueur. Avez-vous une solution? Oui, alors on a fait des nouveaux bas de ligne qui vont être adaptés justement aux boîtes de bas de ligne pour avoir la même longueur. Donc il y a une nouvelle gamme de bas de ligne qui va sortir, il y en a pour la carpe et il va y en avoir pour la pêche au cou, qui vont être parfaitement adaptés aux boîtes, ce qui fait que vous pourrez acheter le sachet de bas de ligne et vous pourrez le mettre directement dans la boîte. Bon, après, c'est des pêcheurs confirmés comme toi, parce qu'on se connaît, je te tutoie, hein, on est presque voisins, donc qui veulent faire ça, mais la plupart des pêcheurs au cou, ils prennent le sachet de bas de ligne et la plaquette, et ça leur suffit, ils ne le remettent pas dans une boîte. Mais c'est vrai que dans ton cas, je comprends le problème, et ça va être effectivement résolu. Voilà. Bonjour. Alors moi j'ai une question sur l'amorce. Hier on a eu une petite démonstration avec Stéphane qui nous a expliqué qu'il avait mis beaucoup de terre et du fouillis dans son amorce finalement, enfin pour attirer les brèves. La question est, fallait-il utiliser de l'amorce et une amorce lourde mélangée avec de la terre? Apparemment on dirait qu'il n'a pas pris du tout d'amorce, il n'a pris que de la terre et du fouillis. S'il avait eu de l'amorce en ça, il aurait attrapé le double de poisson. Mais bon, il a utilisé de la terre. Bon, c'était son choix, il a bien fait, il a gagné. S'il avait eu le numéro 5 au lieu d'avoir le numéro 7, peut-être qu'avec la terre, il aurait eu du mal. Mais toutefois, quand les gens gagnent un concours, ils ont mon respect le plus profond. Stéphane, c'est un bon pêcheur, il avait les poissons devant lui, il a su les attraper. Bravo à lui. La terre, c'est quand même très intéressant ma question. La terre, en fait, j'ai répondu par mais c'est sérieux, c'est très bien, c'est bien pour les brèmes. Souvent, avec la terre, on attire moins les petits poissons, mais là, on n'avait pas le problème, il n'y avait pas de petits poissons, il n'y avait que des gros. Donc, si vous voulez, ça avait un moins grand effet. La terre avait un avantage aussi, c'est qu'elle conserve le fouillis, surtout, vivant. Si vous mettez des casters, c'est pas l'amorce qui va tuer les casters, ils sont déjà inertes. Et vous ne savez pas s'ils sont vivants ou pas. Les casters, il faut d'ailleurs les utiliser tout le temps vivants, c'est-à-dire quand ils commencent à changer de couleur. Si vous les prenez et qu'ils ne changent jamais de couleur, c'est qu'ils sont morts. Et dans ce cas-là, ils peuvent être un repoussoir pour les poissons. Donc il faut faire attention à ça. Mais la terre, c'est vrai que ça a cet avantage de fixer les éches au fond. Et quand le poisson arrive, il ne bouge plus. Donc ça, c'est bien. Mais c'est bien quand vous tombez bien et que vous avez les poissons. Quand il faut aller les chercher plus loin, vous n'avez rien qui part dans le courant, comme quand vous pêchez dans une rivière, vous avez peu de chances d'attirer le poisson. L'amorce, ça a un avantage, c'est que ça part dans le courant et ça a un attrait sur le poisson pour le faire remonter. Alors quand on est le premier à la balle, on a plus de chances que le poisson remonte plus. S'il y a peu de poissons et qu'il y a une eau claire, le fait de mettre une canne sur l'eau qui fait de l'ombre, qui fait peur au poisson, le poisson ne dépasse plus la canne. Vous pouvez avoir la meilleure amorce du monde, le plus grande quantité d'èches du monde, le poisson il a peur, et c'est normal, il a raison, il se méfie, et il ne dépasse pas la première canne. Alors il y en a un ou deux qui sont passés au départ, moi j'étais au 3, donc j'ai quand même bien vu, qui sont passés sur l'amorçage, on avait enlevé les cannes, tout. Pendant ce temps-là, quelques poissons sont venus et sont montés, on les a ramassés, une fois qu'on les a eu ramassés, terminé. Alors peut-être qu'il aurait fallu qu'au numéro 2, au numéro amont, de Stéphane, où il y avait le banc de poissons qui se tenait là, pas seulement grâce à la terre et à l'èche qu'il avait intelligemment mis, mais aussi parce que c'était leur endroit naturel où ils se tenaient, les poissons. Pourquoi? Parce que la rivière, elle se divisait en deux, cet endroit. Elle partait à gauche dans le bras, et à droite dans l'autre bras. Et à la distance à peu près où ils pêchaient, c'était l'endroit où il y avait presque le moins de courant. Là, au moins, il me fallait 20 grammes plats pour caler, à 30 mètres de lui, ou 40 ou 50. Lui, il lui en fallait même pas la moitié. Donc les poissons, à cette époque-ci, où ils sont moins présents sur ce parcours-là, parce que 15 jours avant, c'est plein de poissons. C'est la faute à personne. Ça n'a pas plu, on connaît la pêche, on sait que c'est comme ça. Et il avait plus de chances de les maintenir, parce qu'il a choisi la bonne stratégie de mettre la terre, mais s'il avait mis l'amorce, il les aurait tenus, je pense, de la même manière. Je ne peux pas dire que je suis sûr, on ne l'a pas fait. Mais surtout, c'est parce que l'emplacement se prêtait, parce que les poissons se tiennent là. Parce qu'ils avaient moins de courant et ils étaient presque à l'abri.
Maxime, il était à Mour, à l'Amont, où tout le monde lui prédisait de gagner. En fait, la place, elle valait rien. Les poissons, ils n'y étaient pas. Il y avait un poisson qui était arrivé là, et c'est tout, il ne s'y tenait pas. Ça aurait été 15 jours plus tard, il y avait peut-être 50 kilos à faire à cet endroit-là. Donc il y a aussi, malheureusement, dans notre sport, un peu de réussite d'avoir l'emplacement où les poissons se tiennent. Quand il y a davantage de petits poissons, ils se répartissent souvent mieux. Quand c'est des plus gros poissons avec de l'eau claire, ils ont souvent du mal à se départager un peu sur tous les secteurs, sur toutes les places. Ils restent souvent groupés en bas, et quand on a le banc, on en profite. Et on espère retomber là la prochaine fois, parce que ce qui va avoir été vrai aujourd'hui, si on refait la même compétition demain, on remet un autre pêcheur à d'autres places, il ne risque pas de faire les mêmes résultats. On a bien vu, vous avez des Milo, William Raison, qui sont des grands champions, qui ont gagné toutes les compétitions internationales, qui n'ont pas pris un poisson. Alors bon, ils n'ont pas utilisé la bonne terre, peut-être, mais je pense qu'ils n'avaient surtout pas la bonne place. Et malheureusement, cette compétition était une belle compétition, mais elle était adaptée à ça. Il fallait un peu de tirage. Voilà, on a pêché, on s'est amusé. Vous êtes venus nombreux derrière, et ça c'était important. Je remercie tous les gens qui sont venus d'ailleurs. Et vous avez été très intéressés, parce que vous avez posé beaucoup de questions derrière, savoir comment on avait pêché, pourquoi on avait fait ci, pourquoi on avait fait ça. On n'a pas pu répondre à tout, parce qu'on avait un peu moins de façon pour pouvoir expliquer de visu que ce qu'on vous disait, c'était ce qui s'était passé, puisque quand on avait moins de touches, on pouvait moins l'expliquer par exemple, mais ça restait quand même très intéressant. Donc oui, la terre, c'est très bon pour maintenir les poissons quand ils sont là. Ça ne vaut pas grand-chose pour attirer les poissons quand ils n'y sont pas. À part si vous utilisez une terre qui fume et qui fait du nuage. Le nuage peut être attractif. Mais une terre qu'on met au fond collée avec les èches, elle est attractive de rien du tout. Et ça ne plaît pas plus aux poissons que l'amorce. C'est simplement le fait que vous les tenez parce que vous maintenez les èches sur le fond. Et ce travail-là, la terre le fait mieux souvent que l'amorce. Et elle garde le fouillis vivant. Voilà, les points qu'il faut retenir de la terre, c'est ça. Pour la terre de rivière ou la terre au sombre. Et après, vous avez la terre de sombre, qu'on appelle le sombre. Donc là, on est dans le département. C'est la terre du pays, qui est quand même une des terres les plus utilisées au monde. Parce qu'il faut savoir, nous, on vend de la terre de sombre. On en vend jusqu'au fin fond de l'Europe. On en vend en Suède, on en vend en Espagne. On en vend dans tous les pays européens. Ils utilisent la terre de Somme. Donc le département de la Somme est très réputé par sa terre dans l'ensemble de la communauté des pêcheurs au cou européens. Et cette terre-là est moins collante, elle a tendance à tracer davantage, on fait souvent un tapis avec. Ça sert à maintenir des èches sur le fond, à faire un contraste de couleur, parce que là, si vous regardez le fond de la Somme, il est plutôt noir. Donc de mettre une terre plutôt noire, ça va permettre de ne pas faire trop peur aux poissons. Parce qu'il y a aussi l'affaire de mimétisme, quand dans une rivière, vous avez des carnassiers et des poissons blancs. Un gardon, une brème, c'est pas un prédateur. C'est un poisson qui mange des larves aquatiques, qui mange des vers de vase, qui mange de l'amorce, qui vient fouiller dans la terre pour manger les èches qu'on a mis dedans, mais il a un prédateur, c'est-à-dire un brochet, un sandre, une perche, un silure. Tous les prédateurs qu'on connaît de nos rivières leur font peur. Qu'est-ce qui se passe? Si un gardon qui a le dos noir, parce que le fond est noir, ils font mimétisme avec le fond, vient sur une amorce claire ou sur une terre claire. Et il ne fait plus mimétisme. S'il n'y a pas de carnassier, ça va l'attirer très rapidement parce qu'il va avoir un contraste. Ils sont curieux, les poissons. Vous jetez une boule, il a peur, il s'en va, mais il voit le nuage, il revient. Il se dit, il y a peut-être à manger, surtout qu'il commence à être un peu éduqué. Donc ils reviennent, par contre, ils ne font plus mimétisme. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur. Et ils se tiennent autour de l'amorce. Au contraire, si vous avez mis une amorce tout sombre, vous allez moins vite l'attirer, mais par contre, il va venir bien dessus, vous aurez plus de chances de le tenir si le fond est sombre. Mais si le fond est clair, en été, vous avez des fonds clairs, des fonds sablonneux, là, il faudra mettre une terre qui permet d'avoir la même chose. Si vous avez du carnassier, s'il n'y a pas de carnassier, tout ce système-là, ça a pris de sens, on n'a pas besoin de s'inquiéter de ça. On peut faire avec autre chose. Donc, après la terre, il y a aussi la même terre, vous pouvez, pour l'utiliser de plusieurs manières. Peu humide, qui s'ouvre très rapidement, bien plus humidifié, qui va tenir bien plus longtemps
et qui va lâcher les èches dans un laps de temps plus long, qui va permettre, quand les poissons sont arrivés, les poissons vont rester davantage parce que la terre va lâcher petit à petit. Et des fois, c'est très bon d'avoir deux mouillages de terre différents. D'avoir une terre plus sèche qui va s'ouvrir pour attirer un petit peu, mais souvent on utilise l'amorce pour faire ça, une amorce plus sèche qui s'ouvre, qui part dans le courant, qui attire le poisson. Le poisson trouve la terre sur le fond où il y a des èches qui s'ouvrent en premier, et en deuxième, la terre beaucoup plus humide qui va s'ouvrir dans un deuxième temps, au bout d'1 heure, 2 heures, pour maintenir le poisson sur votre cou. Parce que le plus important, c'est ça. Alors bon, maintenant, on a des coupelles et tout au bout des sions, ça nous permet de pouvoir remettre de la terre et des èches à l'endroit exact où on pêche sans faire de bruit pour ne pas épouvanter le poisson. Et toutes ces techniques-là permettent d'être beaucoup plus efficaces et de tenir ces poissons-là. Voilà pour ce qui a pu se passer hier, même si je ne sais pas, moi je n'étais pas dessous, je vous raconte juste par expérience. Il n'y a pas un poisson qui est monté me dire « Écoute, je préférais celle-là que l'autre ». On imagine, alors des fois à tort, mais bon, avec l'expérience, on arrive à voir ce qui fonctionne. Et c'est sûr que hier, ce qu'il a fait, c'était bon, puisque il a gagné, et il n'a pas gagné avec rien, il a gagné avec plus de 20 kilos, donc c'était très bien. Et voilà, il a su les sortir, il s'est bien débrouillé, donc bravo à lui, c'est tout ce qu'on peut lui dire. Mais il faut se méfier aussi des conclusions trop hâtives à la pêche. Parce que ce qui est vrai un jour, le lendemain sur la même place, vous avez le soleil qui brille ou des nuages, vous n'avez pas la même luminosité, les poissons ne vont pas se comporter pareil, les mêmes. Hein. Ceux que vous avez relâchés la veille, ou il y a 2 jours, ils ne vont pas manger de la même façon. Donc tout ça, à la pêche, c'est une remise en question constante. Vous ne pouvez jamais être sûr, même si vous avez les meilleures bases, que le champion des champions du monde, le multi-champion du monde, il vous dit il faut faire ça, ou même lui, il vous dit qu'il va le faire, un jour ça marche, le lendemain ça marche plus. Donc il faut faire attention, on ne peut pas être sûr à la pêche. Moi, ça fait plus de 40 ans que je fais de la compétition, et je ne suis toujours pas sûr de ce que je vais faire, ça va être bon. Je pense par expérience que ça va ressembler à tel endroit, à tel autre endroit, et je me dis, à cet endroit j'avais fait ça, il aurait fallu faire ça. À tel autre endroit, j'ai fait ça, et c'était ça qui était bon. Et avec l'expérience de ça, je conclus à ce que je dois faire le jour J. Et après, j'essaye de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire de tout faire, et puis d'être bloqué, de pouvoir faire, d'avoir toujours une porte de sortie pour pouvoir améliorer ma pêche, parce que les poissons ont évolué ou n'ont pas mordu de la façon dont j'ai pensé. Depuis que je pêche, j'ai toujours tout marqué, tous mes résultats, la façon dont j'avais pêché. J'ai commencé les premiers concours en 1974, alors ça fait peur quand je dis ça, il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés. Mais bon, j'ai pris ma première licence en 1976. Je ne sais pas combien j'ai fait de concours, je pourrais le savoir parce que j'ai tout marqué, mais plusieurs milliers. J'ai tout marqué. Les poissons que j'ai pris, comment je les ai pris, ce que j'aurais dû faire. Sur les, disons, 2000 fois où j'ai pêché en compétition, je n'ai jamais marqué une fois que j'avais très bien pêché. Jamais. Je vous jure, c'est que pour moi, c'est des notes personnelles. Je n'ai jamais été satisfait de ce que j'avais pu faire, parce qu'il me semblait que j'aurais pu être meilleur, que j'aurais pu mieux optimiser. Mais c'est impossible de savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Et c'est ce qui fait la beauté de la pêche en général et de notre sport, c'est qu'on ne sait pas. Et en plus, la compétition, c'est que vous avez des voisins qui influent aussi. Comme je vous ai expliqué, la canne sur l'eau et de l'eau claire, vous n'avez pas 30 kilos de brèves qui vont passer sous les cannes et dire non, toi on n'a pas peur, ah ben, on va s'arrêter là, parce que c'est Jean, c'est notre copain, on va lui faire plaisir, on va se mettre là sur son amorce et puis on va manger à bouche ouverte. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, d'autres questions, allez-y. Du coup, c'est un peu en rapport avec ce qui vient d'être dit là sur l'amorçage. Sur un début de session de pêche, alors je parle en pêche de loisir, c'est pas valable pour les concours parce qu'on peut pas changer de place. On peut parler de pêche de loisir de la même façon. Voilà. Mais du coup, sur une pêche de loisir, si par exemple au bout d'1 heure on fait pas de poisson, ou on en a fait un et que ça s'arrête, est-ce qu'il vaut mieux envisager de changer de poste ou de se décaler, ou changer d'amorce ou de couleur d'amorce? Enfin, quel serait le conseil sur un début de pêche de loisir qui part mal, quoi? Ouais. Bon, ça c'est très intéressant. Alors déjà, le départ. Je vais détailler la question et je vais répondre en 3 ou 4
Déjà, la première chose, souvent les pêcheurs disent mais comment vous pouvez savoir s'il faut rappeler ou pas, s'il faut mettre... Quand vous amorcez, vous posez votre ligne, vous avez une touche, vous savez que le bruit ne fait pas peur aux poissons. Ça c'est de la logique, parce que vous avez jeté des boules à la main, alors si vous avez amorcé à la coupelle c'est différent. Mais si vous avez amorcé à la main, vous mettez des boules et vous avez des touches à la première coulée, vous pouvez vous dire que le rappel à la main sera bon. Parce qu'ils n'ont pas peur du bruit, sinon ils ne seraient pas venus devant. Alors que souvent, on met des boules, puis aujourd'hui avec les coupelles, on remet des coupelles parce qu'on dit on ne veut pas effrayer le poisson. On a mis des boules, on a eu des touches de suite. Vous mettez des boules, 1 heure après vous n'avez pas de touche, méfiance, on rappelle à la main. Il vaudra mieux être peut-être discret, parce que ça peut vouloir dire, un, que les poissons n'étaient pas là, qu'il a fallu qu'ils viennent, mais deux aussi qu'ils étaient là et qu'on les a épouvantés avec le bruit, et qu'il faut qu'ils se remettent en confiance. Donc il faut aussi se rappeler de l'amorçage de ce qui s'est passé au départ. Le mettre dans sa tête, et après, pendant la pêche, avoir cet élément-là pour s'adapter au mieux à ce qu'il faudra. Alors l'amorce, quelle amorce mettre? En hiver, les eaux claires, des fonds noirs, les feuilles tombent des arbres en automne, elles vont sur le fond, elles pourrissent, elles se décomposent, elles deviennent noires. En général, l'hiver, on a des fonds plutôt noirs. Donc il vaudra mieux, et les carnassiers sont dehors. Il y a moins de poissons blancs qui sont dehors, donc ceux qui sont dehors, ils sont plus vulnérables s'ils font plus mimétisme, ce que j'expliquais. Donc pour l'hiver, vous allez prendre une amorce plutôt sombre, et vous allez faire plutôt pas trop de bruit, parce que les poissons se déplacent moins, donc peut-être que l'amorçage à la coupelle sera préférable, même en pêche de loisir. Vous n'avez pas de touche. Bon, peut-être que le poisson n'est pas là. Nous, hier, on a bien vu, on aurait pu pêcher 1 mois, on n'aurait pas pris pour autant plus de poissons. Ils n'étaient pas là. Donc, peut-être qu'il sera sage de changer de place. Ça arrive. L'histoire du changement de place. Je l'ai vécu dans une petite rivière qui passe à l'intérieur de chez Sansa. Ça s'appelle l'Eure. C'est plein de poissons. Des gardons, des brins. Au bout d'1 heure, en 1 heure, vous attrapez 60 gardons, 1 à la minute, à toutes les coulées. Sans être rapide. Un asticot, n'importe quoi. Ça part. Des brèmes, des gardons, qu'à mettre. Au bout d'1h05, 1h15, vous avez une touche toutes les 10 minutes. Au bout d'1h30, vous n'avez plus une touche. Alors, on n'a pas mis la bonne amorce, on les a gavés, il y a un carnassier sur le coup. Non, non. Les poissons se comportent de cette manière-là. 1 heure maximum, et ils ne mangent plus. Vous vous déplacez de 20 mètres, vous remettez des boules. 20 mètres, ça peut être les mêmes poissons. Vous mettez des boules, pendant 1 heure, ça repart qu'à mètre. Il y a des rivières comme ça. L'Eure, dans le haut de l'Eure, en Eure-et-Loire chez nous, ça se passe comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas vous expliquer, mais c'est comme ça. Donc on s'adapte. Il faut changer de place. Quand vous faites des concours, vous avez intérêt d'être rapide à la première heure, parce qu'après c'est fini. Il ne faut pas louper la première heure. Donc en pêche de loisir, effectivement, ça peut être une solution. Si par contre, bon, ben, vous voyez que vous prenez au départ des petits poissons, puis ça se calme. Il se peut que un troupeau de gros poissons soit arrivé. Là, il va falloir changer de ligne, mettre une ligne plus lourde, bloquer s'il y a du courant, si vous pêchez dans une rivière, bloquer sur l'amorce, voire au-dessus de l'amorce, pour voir s'il n'y a pas un gros poisson. Si vous commencez à prendre des gros poissons et que vous n'avez pas trop amorcé ou pas mis beaucoup d'èches dans votre amorce, vous prenez la coupelle et vous venez discrètement la remettre. Mais là aussi, ça peut ne pas être bon. Maxime pourrait vous raconter, j'étais derrière lui au championnat de France à Creusval. Alexandre a gagné, Maxime a fait second. Et à la deuxième manche, il prenait des brins. J'étais derrière lui, parce que moi, je suis les coachs, on est les yeux du pêcheur. Parce qu'on voit ses voisins, mais on ne voit pas les autres dans le secteur. Donc moi, je lui rapportais les trucs, et c'est lui qui exécutait. Donc, mais il n'avait pas besoin de moi pour le faire. C'était un plus pour optimiser tout ça. Il comprend la pêche. C'est pas moi qui lui expliquais la pêche, mais là, sur le coup, par expérience, j'avais vu que ces grosses brèmes, quand elles arrivaient sur le coup, il n'y en avait que 3 ou 4. Et ça s'est passé hier. La même chose. Si pendant ce temps-là, les 3 ou 4 qui étaient là, qui allaient mordre pendant 20 minutes, je m'amusais à remettre 3 coupelles, à changer 2 fois de ligne pour essayer de les prendre plus grosses. Je perdais 3 coulées avec les 3 coupelles, plus 2 autres coulées avec la ligne changée. C'est ce que j'ai fait hier. Quand j'ai vu Stéphane prendre, on était 3 à 3. Lui, il a fini à 20, moi j'ai fini à 4. Mais pas parce que je me suis trompé, parce que sur le coup, je voulais gagner. Donc j'ai dit, les brèmes arrivent sur mon coup,
Il faut que je remette à manger parce que j'en avais mis, mais pas de trop, parce que je pensais que ça allait être dur. Mais le moment où j'ai remis à manger, j'aurais pu faire une coulée de plus et j'aurais pris une brème de plus. Et après, au bout de 40 minutes, elles n'ont plus mordu. Et c'était déjà trop tard. J'ai pêché au rappel, j'ai mis des coupelles, j'ai mis des rafales, j'ai mis des boules à chaque coulée. Rien n'y faisait, le poisson ne bougeait plus. Pendant le temps où il était là, il aurait fallu optimiser et ne rien faire. Et Maxime, ce qui s'était passé, moi j'avais eu l'expérience de ça, tu remets pas de coupelle. Il se retournait à chaque fois, il prenait des brèmes d'1 kilo, il se retournait vers moi en me disant il faut que je remette une coupelle parce que je vais les perdre, elles vont partir chez le voisin. Et je lui disais non, reprends une brème. Il a repris. Quand il a remis la coupelle, au bout d'un moment, je lui dis mais c'est bon, tu peux remettre la coupelle si tu veux. Il a remis, il a touché une brème par la queue, elle est partie. Alors, c'est peut-être pas que la coupelle, mais la brème par la queue, elle lui a fait mal. Il n'a pas revu une brème derrière. Parce qu'en fait, c'est pas que ça l'a épouvanté, c'est que les brèmes mordaient à ce moment-là, pendant un laps de temps prédéfini. Pourquoi, je ne sais pas. Et il fallait optimiser. D'autres fois, les poissons arrivent, vous ne remettez rien, elles vous mangent tout ce qu'il y a sur le coup, et elles vont chez le voisin. Et là, c'est fini, elles ne reviennent plus. Donc il faut trouver le juste milieu, mais il n'y a pas vraiment une clé. C'est l'expérience qui va vous permettre de, quand il y a peu de poissons et peu de gros poissons qui viennent sur le coup, il faut souvent les prendre et pas chercher à en attirer d'autres. Quand vous savez qu'il y a une très grosse densité de poissons, si vous allez pêcher sur des grosses rivières comme la Seine, la Vilaine, même la Somme, quand ça mord au bon moment, il faut remettre sans arrêt, parce que sinon les poissons, ils montent chez le voisin. Donc ça aussi, ça va dépendre de votre partie de pêche, par rapport à l'expérience que vous en avez, de faire très attention à la façon d'amorcer et à l'amorçage. De même, pour continuer sur les couleurs d'amorce, les couleurs sombres, ça va être pour l'hiver. Les couleurs marron foncé, je dirais printemps et automne. Et les couleurs claires, blanc, jaune, orange, parce qu'on peut faire toutes ces déclinaisons-là dans l'amorce avec les Tracix, etc. Les utiliser surtout l'été. Toutefois, j'ai eu vu qu'on prenne en plein été des gros poissons avec de l'amorce noire, et j'ai eu vu sauver une fanny dans une rivière toute claire en mettant de l'amorce toute jaune ou toute blanche pour créer un gros nuage et attirer quelques poissons qui ne bougeaient pas sur autre chose. Donc, c'est jamais vrai à 100%, mais à 70% des cas, ce que je vous raconte, ce sera véridique. Et pour pêcher en loisir, je dirais que c'est pratiquement tout le temps vrai. Vous ferez moins d'erreurs. En suivant juste le truc au fil des saisons, la couleur de l'amorce au fil des saisons. Et ça reste basique et pratiquement bon tout le temps. D'autres questions, oui? Oui, bonjour. Je voulais savoir ce que vous pensez des amorces à base de farine de poisson pour la pêche du gardon et de la brème. Alors, effectivement, on trouve de plus en plus d'amorces à base de farine de poisson qui sont utilisées pour les carpodromes. Et c'est très bon, ça fonctionne. Les carpes mangent ça. C'est les pêcheurs à la bouillette, on a pris ça aux pêcheurs au bout, puisqu'ils ont fabriqué leur bouillette avec une base de farine de poisson. Ils prenaient les gros spécimens avec ça. Bon, après, ça s'est transposé dans certains plans d'eau où il y avait une grosse pêche à la carpe à la bouillette. Ben, les autres carpes plus petites, elles se sont mises à manger ça. Dans les carpodromes, les gars ont utilisé de la farine de poisson et ça marche. Et dans les carpodromes ou des plans d'eau où il y a aussi des poissons blancs, et notamment des brèmes, j'ai souvent vu que de rajouter de la farine de poisson dans une amorce classique que vous utilisez soit très bonne pour les brèmes. Mais attention, surtout l'été. Surtout l'été. L'hiver, j'ai moins vu la différence, parce qu'il y a déjà, l'hiver, l'eau est plus froide, parce que la température de l'eau aussi, c'est important. Ça diffuse moins. Avec l'eau chaude, ça diffuse davantage, et le poisson va être très intéressé par la farine de poisson. S'il y a beaucoup de carpistes, même sur un plateau sauvage, il y a beaucoup de carpistes qui pêchent la bouillette. Souvent, j'entends les gars, quand on arrive, on ne peut plus prendre des brèmes. Les carpistes, ils amorcent au Cobra là-bas, à 100 mètres du bord, ou avec les bateaux. Nous, on n'y arrive pas, les brèmes, elles sont toutes là-bas. Et c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il y a plus de protéines, c'est plus riche. En été, les poissons mangent pour être plus costauds, pour pouvoir passer l'hiver plus facilement. C'est naturel, en fait. Donc, ils vont aller manger les amorces les plus riches. Les amorces à base de farine de poisson, c'est plus riche. Mais attention, quand ils ne le connaissent pas,
même une carpe, ça peut être un répulsif. Donc il y a du tout bon et il y a aussi du tout mauvais. 1999, c'est pas aujourd'hui. Championnat du monde à Castrejón, en Espagne. Les Espagnols étaient favoris, ils ont gagné. Les Anglais étaient les favoris derrière les Espagnols, ils devaient tout casser. J'ai un copain qui s'appelle Steve Garner, qui pêche super bien dans les carpodromes et dans la pêche au coup. Il avait dit, là, il n'y avait que les carpes à attraper, tu vas voir avec les amorces carpodromes anglaises qui n'étaient pas encore diffusées dans toute l'Europe, parce que je vous parle de 99, plus de 20 ans, on va réussir avec la farine de poisson. Pendant 2 ou 3 jours, il a essayé, William Raison est par là, il s'en rappelle, tant qu'ils ont mis de la farine de poisson, ils ne chopaient pas une carpe. Ils se faisaient massacrer par tous les autres. Ça faisait l'effet inverse. En Espagne, c'est du tourteau de maïs, mouillé avec de la romix et de la terre. Les carpes, elles mangent encore le maïs là-bas. Et voilà avec quoi il fallait les utiliser. Aujourd'hui, il y a des carpistes qui sont mis en Espagne, la farine de poisson marche aussi. Mais, attention, très bon quand les poissons le connaissent, pas terrible quand c'est le début. Donc au début, ben, vous laissez faire les carpistes avec les bouillettes. Une fois que les carpistes vous ont habitué les poissons à manger les bouillettes, vous pouvez mettre de la farine de poisson ou des amorces à base de farine de poisson pour pêcher ces gros poissons. Pour trier les grosses brèmes, ça peut être très bon. Un autre exemple, on est allé une fois, on fait plusieurs fois, tous les ans, on va en Angleterre au mois de mars-avril, au début du printemps, faire un match, ils appellent ça la Coupe Sansas. Et Alain de Vimille, qui est maintenant le DTN de l'équipe de France, qui sélectionne toutes les équipes de France, qui a pêché pendant longtemps à l'équipe de France, qui est un des meilleurs pêcheurs français, était venu avec nous et on allait sur ce carpodrome. Et Gilles Caudet, il lui dit, mais fais-toi Alain, il faut de la farine de poisson pour prendre les brèmes. Il dit, non mais vous n'allez pas m'apprendre comment on prend les brèmes. Et puis moi, la farine de poisson, je n'en mettrai jamais. Un pêcheur de Gardon mettre de la farine de poisson dans la morse, c'est pas possible pour lui. Enfin, les pêcheurs du Nord qui sont là, ils me comprennent. Et pourtant, on fait le premier entraînement. Moi, bien sûr, je mouille un paquet d'état avec un paquet de gold, c'est de la morse pour carpodrome, où il y a beaucoup de farine de poisson. Je mets ça, un sac de brèmes. Alain, à côté de moi, brème touche. Alors il commençait à râler, donc je lui dis, viens sur mon goût, il vient sur le goût, et il prend les brèmes. Je lui dis, tu vois que c'est pas toi, c'est qu'elles y sont pas. Et derrière, le lendemain, on a réussi à lui faire mettre un peu de farine de poisson dans son amorce. Il a attrapé des brèmes à l'entraînement, et il a fait la compétition, il a gagné 2 fois avec des brèmes, avec de la farine de poisson dans l'amorce. Donc comme quoi, tout peut arriver. Ça peut être très bon, mais pourquoi là-bas c'était bon? Ça s'appelle Paddington, le carpodrome, il est fort connu. Là, les gens pêchent qu'à la farine de poisson tout le temps, et les grosses brèmes, elles mangent essentiellement les amorces à base de farine de poisson, donc il fallait en mettre. Voilà. Mais, le fouillis, ça attire les poissons partout. Les vers de vase, les poissons les mangent partout. La terre, les ingrédients différents, chapelure, maïs, PV1, farine de poisson, farine de fève, tout ce que vous voulez, ça peut être très bon à certains endroits. C'est rare quand c'est mauvais. À part la farine de poisson où j'ai vu que ça jouait un rôle de répulsif, mais la plupart des farines, ça peut être neutre et ne servir quasiment à pas grand chose. Donc, tout ça, c'est une affaire d'expérience et d'entraînement. Même quand je vais en pêche de loisirs ou quand je dois aller sur un parcours où on va faire une compétition que je ne connais pas. Bon, la première chose, j'essaye quand même d'appeler les copains si j'en ai dans le tour pour qu'ils m'expliquent ce qui se passe. Et avec quoi ils pêchent, avec quoi ils amorcent. Quand je ne sais vraiment pas, vous savez ce que je fais? J'ouvre les poubelles qu'il y a autour des plans d'eau, je regarde ce qu'il y a dedans. Et là, on trouve les sachets d'amorce le plus utilisés par les pêcheurs locaux. Et dans 90% des cas, je vais me rapprocher de ce que les locaux vont utiliser. Je n'ai pas une amorce miracle qui va marcher partout. Ça n'existe pas. Enfin, du moins, moi, je ne la connais pas. Il y en a peut-être qui vous le diront. Celui qui vous dira ça, à mon avis, il se trompe. J'essaye de m'adapter, en fait, à ce que les poissons sont habitués à trouver. Parce que s'ils trouvent ça, ils viendront plus naturellement là-dessus. Qu'est-ce qui se passe au mois de juin quand on commence à pêcher au blé? Vous avez qu'à mettre un grain de blé bien cuit, avec du sucre, avec du sel, avec de l'arôme, avec du miel, avec tout ce que vous voulez, à un endroit où les poissons n'ont jamais vu un grain de blé dans le truc, vous n'aurez aucune touche. Pendant 2 ou 3 jours, vous allez jeter du blé
Vous revenez le 4e jour, vous faites un carton de gardon, de brème. Donc, il y a une affaire d'accoutumance, et l'amorce c'est pareil. Mis à part que comme c'est mis en farine, ça se délite plus rapidement dans l'eau, donc ça attire plus rapidement. Mais ce phénomène d'accoutumance, il existe. Je me souviens dans le temps, ils sont peut-être là, j'ai vu Patrick Guillotte là-bas au fond, on allait pêcher du côté de Saint-Lô, et il y avait un étang à côté de Saint-Lô où les pêcheurs utilisaient l'amorce magique, qui avait été faite par Jean Ménil, un grand pêcheur belge qui a été champion du monde et tout. Et tous les pêcheurs là-bas utilisaient l'amorce magique. Et automatiquement, quand on allait faire les concours dans ce plan d'eau-là, à Torigny-sur-Vire, je donne le nom du plan d'eau, vous mettiez de l'amorce magique, vous attiriez les poissons beaucoup plus vite. Parce qu'ils y étaient habitués. Donc, il faut aussi savoir tenir compte de tout ça. Parce que les poissons s'habituent. Un gardon, que vous le preniez dans la Haute-Vienne, dans la Somme, ou dans l'Est, en Alsace, c'est un gardon. Ou que vous le preniez en République tchèque. Mais il y a aussi les habitudes des pêcheurs locaux qui vont faire qu'il va prendre plus ou moins certaines choses. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner quand vous allez dans un nouveau point de pêche sur ce que font les locaux, parce que les locaux, ils ne sont pas si fous que ça, et ils savent souvent ce qui marche, du moins pour eux. C'est pour ça que moi, j'écoute toujours tout le monde, et je prends toujours conseil auprès des locaux, et auprès des gens qui veulent bien m'expliquer. Alors, des fois, il y a aussi des hérésies, hein. Il y a des fois des trucs qui sont au contraire de tout. Mais, dans beaucoup de cas, c'est ce qui est utilisé sur place qui va être le meilleur. Et une bonne amorce, c'est d'abord une amorce bien adaptée aux poissons que vous avez devant vous et au parcours, et aux habitudes locales. C'est un ensemble, un mix de tout ça, à la saison, à la taille des poissons, c'est tout ça. En fait, c'est très simple une amorce, et très compliqué. Parce qu'il y a tellement de paramètres, c'est beaucoup plus facile de se tromper que de réussir. Et même quand vous avez réussi, vous ne pouvez même pas être sûr que c'était bon. L'avantage de la compétition, c'est que vous pouvez dire que vous avez réussi, parce que vous avez gagné. Ça, c'est vrai. Parce que la compétition, c'est juste d'avoir 1 gramme de plus que le deuxième. Et vous avez gagné. Mais, réellement, si vous avez fait 20 kilos et qu'il y en avait 40 à faire, vous avez été mauvais. Mais vous avez gagné parce que vous étiez sur la place où il y avait les 40 kilos de poissons à prendre, même si vous en avez pris que 20. Donc c'est pour ça que moi je ne suis jamais satisfait de ma pêche et que j'espère toujours faire au mieux, que je me pose toujours la question, même si j'ai gagné un concours, je vais toujours me poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Il m'est arrivé de gagner les concours, de remarquer que j'avais été très mauvais, mais très mauvais, parce que j'avais décroché, j'avais pas fait le bon truc, mais comme j'avais 3 fois plus de poissons devant moi que les autres, bien sûr, j'avais réussi. Donc en fait, c'est tout ça. Et c'est jamais simple. Et même, je crois que même quand on est sûr, on ne peut pas être sûr qu'on a fait bien, parce qu'on a pris 200 gardons, 1 à la minute, on ne pouvait pas aller beaucoup plus vite. Mais il y avait peut-être 10 brèmes à prendre qui pesaient le double que les 200 gardons, en pêchant différemment. Et on ne l'a pas fait. Donc en fait, on ne peut jamais être sûr. Il y a peut-être une carpe à prendre énorme, qu'on n'a pas du tout pêché. Donc, on ne peut jamais être sûr. Par rapport à la compétition, on est sûr si on a gagné. Par rapport à la pêche, on ne peut jamais être sûr qu'on a exploité au mieux sa place. À moins de mettre une caméra sous l'eau, c'est ce que j'ai essayé de faire, pour mieux comprendre. J'ai passé des heures entières dans des rivières claires, à jeter de l'amorce, à être accroupi pour que les poissons ne me voient pas et à regarder comment les poissons naturellement se comportent par rapport à l'amorce, pour comprendre. Et dans mes petites rivières du sud-ouest, il y a des rivières claires, même encore, je ne le fais plus. Mais je le faisais quand j'étais jeune, parce que je voulais comprendre. J'ai compris des choses, mais je ne peux jamais être sûr de tout. Je voyais arriver les goujons, les vairons en premier dans le nuage. Ils se positionnaient, les vairons venaient dans le nuage, les goujons restaient derrière. Dès qu'il arrivait un chevet ou un gardon plus gros, les goujons disparaissaient, ça les mettait sur les côtés, c'était plus sur la morse. Les vairons, ça les poussait. Donc il y a des comportements, le plus gros, il apportait le morceau à chaque fois. Et quand j'avais mis des amorces claires, dans la plupart du cas, j'avais les poissons bas sur la coulée ou de chaque côté. Et ils venaient sur l'amorce, juste prendre les èches
ou un peu d'amorce qui sortait, et ils ressortaient du truc parce qu'ils avaient peur. Et ça m'a toujours marqué. Donc je faisais attention de faire des amorces qui étaient en adéquation avec la couleur du fond. Et je me suis rendu compte de ça aussi dans mon bassin. J'avais un bassin chez moi, et des fois je ramenais des poissons vivants pour les observer. Et je leur jetais de l'amorce pour voir. Le même gardon que j'avais pris dans une rivière où il avait le dos noir, je le mettais dans mon bassin où le fond était un peu vert. Le lendemain, il avait le dos vert. Parce qu'ils font mimétisme avec le fond. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, la couleur de l'amorce, si on veut pêcher une journée entière, en pêche de loisir, ou 5 heures long, et qu'on veut maintenir le poisson, on aura plus intérêt à avoir une amorce qui ne travaille pas trop, qui est plutôt de la couleur du fond, pour maintenir le poisson. Par contre, ça peut avoir un effet néfaste de moins l'attirer trop vite. Alors des fois, avoir 2 terres différentes ou avoir 2 amorces différentes, une qui colle bien, qui reste sur le fond, une autre qui se désagrège très rapidement, qui va appeler le poisson. Alors dans l'amorce qui se désagrège, vous allez mettre très peu de fouillis, très peu d'asticots. Si vous mettez beaucoup d'èches, ça va partir dans le courant, vous allez mettre du poisson partout. Par contre, dans l'amorce qui ne se désagrège pas, vous allez mettre la quantité principale d'èches qui va vous permettre, quand le poisson va arriver, de le maintenir. Alors pour ça, il y a une astuce. Même avec la même amorce, elle peut se comporter de 2 façons différentes, suivant comment vous la mouillez. Alors vous pouvez la mouiller à l'eau normale, froide. Là, elle met du temps à gonfler. Vous voyez, vous la mouillez, et il faut attendre un quart d'heure, 20 minutes pour qu'elle ait gonflé, pour continuer de la mouiller pour qu'elle soit parfaite. Par contre, si vous la mouillez à l'eau chaude, complètement différent. Vous mouillez à la chaude, l'ensemble des particules de l'amorce va s'imprégner immédiatement de la quantité maximale d'eau qu'elle peut absorber. Ce qui fait qu'elle ne va pas travailler. Arriver sur le fond, ça fait une galette et ça se pose. Et ça, c'est super bon quand il y a plein de poissons, que vous devez prendre 20-30 kg de poisson, ça va vous tenir le poisson. Par contre, ça ne va pas attirer. Donc, si vous avez 3 kg d'amorce, vous faites 2 kg mouillés à l'eau chaude, 1 kg mouillé à l'eau froide. Le kilo mouillé à l'eau chaude, vous le mettez avec toutes les èches ou pratiquement, ça va sur le fond, ça tient. Le kilo que vous avez mouillé à l'eau froide, vous faites des boulettes plus petites, un peu moins serrées, elles partent dans le courant, ou même si c'est un plan d'eau, elles se désagrègent autour, elles attirent, les poissons viennent, ils trouvent à manger, ils restent. Ça, c'est une très bonne combine. Et la terre a un peu l'effet de l'amorce mouillée à l'eau chaude. Elle reste au fond, elle ne bouge pas. La seule différence, c'est que si vous voulez choper des carpes sur de la terre, vous allez en prendre, et c'est plus difficile. Ça sera mieux d'avoir mis de l'amorce, parce qu'elle mange des gros poissons comme ça aide bien l'amorce. Donc voilà, il faudra aussi, suivant les espèces de poissons que vous allez rechercher, faire ça. Et si vous ne voulez pas vous embêter à mouiller à l'eau chaude, alors avant, on mouillait l'amorce à la main, maintenant c'est fini, c'est le grand luxe, une perceuse, un batteur. Avant, pour mouiller l'amorce à la main avec l'eau chaude, on se brûlait les mains. Donc on ne savait pas comment faire. Maintenant, on a des batteurs, donc tout va bien. Donc on peut le faire d'autant plus facilement. Mais sinon, il y avait une autre astuce, c'était d'utiliser de la mélasse, d'utiliser de l'aromix. Donc vous mettiez de la mélasse que vous diluez un peu dans l'eau, et vous mouillez votre amorce avec de l'eau seule, et l'autre partie avec de l'eau mélacée, ou de l'eau et de l'aromix. Et là, ça va rendre votre amorce beaucoup plus collante et beaucoup plus compacte, elle va travailler beaucoup moins. Ce qui va permettre, dans un deuxième temps, quand le poisson est arrivé sur votre cou, de le maintenir. Je me souviens, je vais vous raconter une anecdote. Je suis bien copain avec William Raison, qui a pêché longtemps avec nous, qui pêche en Angleterre, mais c'est mon ennemi. Quand je pêchais à l'équipe de France, je voulais le battre. Et il y avait un match en Angleterre, je n'y étais pas, parce que j'avais autre chose, voilà, j'y étais pas. Il m'avait appelé, William, pour me demander, il pêchait contre la France en plus. Et c'était dans les vétérans. Il y avait Gilles Lanois, que vous connaissez tous, qui était là-bas. Et William m'avait appelé, il avait un copain vétéran qui pêchait, il m'avait dit, qu'est-ce que tu penses? Il y a beaucoup de gardons, des petits et des très gros, et on n'arrive pas à trier les gros, il y a trop de petits. Et je lui dis, c'est parce que vous attirez trop, vous faites des amorces, vous les mouillez au dernier moment. Oui. Vous les mouillez pas de trop, oui. Elles travaillent trop, vous attirez trop de poissons. S'il y a beaucoup de poissons, il n'y a pas besoin d'attirer. Il faut compacter. Il me dit, c'est quoi? Je lui dis, tu prends un bidon d'Aromix, tu en mets la moitié dedans, pur comme ça, et tu mouilles avec, et tu rajoutes très peu d'eau. Il me dit, tu crois? Je lui dis, essaye. Je lui dis, tu vas voir, ça va sur le fond, ça ne bouge pas. Si tu n'as pas d'Aromix, tu fais avec de la mélasse. Ils l'ont fait,
que des gros gardons. Les Français, ils rentrent, ils nous disent oh, on ne comprend rien, ils avaient une amorce, les Anglais, ils ont chopé que des gros gardons, on a pris que des petits. Ben, je dis c'est mon téléphoné, c'est moi qui leur ai dit au téléphone de faire ça. Donc comme quoi, des fois, je l'avais pas fait exprès, je l'avais pas fait pour contre les Français, au contraire. Si j'avais su, je l'aurais rien dit. Mais c'est lui qui m'a appelé, mais c'est pas lui qui pêchait. Et en fait, ça avait marché. Et il y a des choses comme ça. Parfois, ça peut servir. Quand on me dit, est-ce qu'il y a un produit qui permet de trier les poissons? Non. Mais il y a une mécanique qui peut permettre d'avoir tel ou tel poisson sur le coup. Il y avait une autre question à laquelle je n'ai pas répondu parce que j'ai répondu à plusieurs thèmes. Oui, bonjour. Je voulais savoir pourquoi dans certains plans d'eau, le fait de mettre des èches style fouillis, congelés, ou asticots congelés marche très bien par rapport à ce qui est vivant. C'est presque, je vous ai déjà donné la réponse, c'est la même histoire que l'eau chaude, avec l'amorce. Les èches mortes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles ne vont pas bouger. Elles vont rester sur le fond. Les gros poissons arrivent, craquent, ils ont de quoi manger. Une èche vivante, si vous mettez du fruit, vous mettez dans un aquarium, vous allez voir ce qui se passe. Vous mettez une petite boule de fruits comme ça, même collée, ça descend en fond, ça se désagrège, vous avez du fruit dans tout l'aquarium. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre du poisson partout. Si vous mettez du fruit mort, il va là, il ne bouge plus. Qu'est-ce qui va se passer? Le poisson va venir pour manger à l'endroit où est tombée la boule. Vous, en fait, l'amorçage, c'est les yeux du pêcheur. On n'y voit pas au fond. Donc on imagine. Donc il faut savoir à quel endroit on va pouvoir pêcher. Le fait de mettre des èches mortes, ça va permettre de pêcher à un endroit précis et de savoir que c'est à cet endroit-là que les èches se trouvent et que le poisson risque de se trouver. Ça, c'est une raison. Et il y en a une deuxième. Sur les parcours fort pêchés, à la fin de la partie de pêche, beaucoup de pêcheurs jettent les èches qui leur restent. Ces èches-là, souvent, elles meurent. Les asticots, ils meurent. Si vous les laissez longtemps dans l'eau, ils se noient. Le fruit, non. Mais les asticots, oui, ils se noient. Le poisson qui est malin, il y a le pêcheur qui est là, il se méfie, il ne vient pas. Comme hier, ils sont tenus en dehors du parcours. Ils ne viennent pas trop. Ils sont rentrés au haie et les autres, ils ont regardé. Là, c'est pareil. Les poissons, des fois, ils se méfient et ils ne viennent pas. À la fin de la partie de pêche, tout le monde s'en va. C'est calme. Les poissons, ils savent que c'est le bon moment. Ils viennent dans les bordures. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Des asticots morts. Asticots morts, plus de pêcheurs. Plus de pêcheurs, plus d'hameçons, pas embêtés. Je ne dis pas qu'ils ont un cerveau aussi développé, mais ils savent reconnaître ça. Donc, résultat, quand vous allez mettre un asticot mort dans votre hameçon, vous allez mettre des asticots morts dans votre amorce au fond, le poisson va assimiler ça à un moment de tranquillité où il n'est pas attrapé. Dès qu'il y a un asticot vivant, c'est qu'il y a un pêcheur à l'autre bout. Donc, méfiance. Surtout dans les endroits style carpodrome ou petit lac, où les poissons sont pris et remis à l'eau. Pris et remis à l'eau. Le poisson sauvage que vous prenez une fois, que vous emportez à la maison, bon, celui-là, il sort sur tout ce qui bouge. Mais au bout d'une heure, il ne mord plus. Mais ceux-là, les autres, ils sont plus malins, ils ont été éduqués. Et donc, voilà souvent pourquoi les èches mortes sont meilleures, parce que ça permet aux poissons d'avoir plus de facilité. Des asticots vivants dans l'amorce, c'est pas terrible non plus, parce que ça vous défait les boules très rapidement. Ça vous libère toutes les èches d'un coup, et vous ne tenez pas le poisson, vous devez en remettre. Parfois, ça peut être bon, hein, mais c'est plus souvent meilleur, si vous voulez tenir le poisson, de mettre des asticots morts au fond. Si vous voulez utiliser des asticots vivants, c'est souvent mieux d'agréner, parce que c'est plus naturel. Le bruit de l'agrénage, le fait que l'asticot descende, ça va attirer le poisson aussi, ça va le maintenir. Et au fur et à mesure que vous le faites, vous créez une accoutumance comme mettre du blé pendant 3 jours et aller pêcher avec du blé. Avec l'agrénage de l'asticot, vous allez créer une accoutumance à l'asticot et les poissons ne vont plus manger que les asticots et là vous allez pouvoir trier les gros poissons. Quand vous avez des poissons-chats sur le front, des brèmes et des gardons, surtout des gardons, et que vous n'arrivez pas à choper les gardons parce que les poissons-chats vous embêtent, vous mettez de l'amorce au fond avec des asticots morts, avec des vers de terre coupés, avec du fruit crevé, au fond, bien collé, les chats ils vont là, vous grainez par-dessus, vous pêchez à l'aval, même en état, il y a toujours un peu de courant, vous pêchez à l'aval de l'amorce, vous allez prendre des gardons, légèrement décollés, en agrénant. Donc, quelle est la meilleure amorce pour trier les gardons des poissons-chats, maintenir les poissons-chats sur la meilleure amorce possible et pêcher différemment?
pour prendre un gardon. Voilà. La pêche, c'est ça. Alors que ce gardon-là, s'il n'y a pas les chats, vous lui mettez 15 boules au fond avec un demi-litre de fouillis, vous n'y touchez pas pendant 3 heures, et au fil de la pêche, on les prenait de plus en plus gros. La fiente, par exemple, des Belges dans les canaux, c'est un secret terrible. Et en même temps, c'est rien du tout. Tout le monde dit, ah oui, mais il aurait fallu mettre de la fiente. Si je ne mets pas de fiente, je ne peux pas prendre un gardon. Non, non, ça n'a rien à voir avec les gardons. Ça a à voir avec les bateaux. La fiente, ça recolle. Dans la plupart des cas, les gars, qu'est-ce qu'ils faisaient avec la fiente? Ils les bouillantaient. Vous vous rappelez l'eau chaude avec l'amorce? Quand on ébouillante la fiente, on met la fiente des fois un peu chaude même dans l'amorce. Résultat, ça a tendance à rendre l'amorce plus compacte. L'amorce plus compacte, elle va au fond. Quand il y a des gros pousseurs qui passent, elle reste là. Elle reste là. Vous tenez plus longtemps les poissons, vous tenez plus longtemps les éches, vous prenez plus de poissons. Alors, c'est sûr que c'est pas mauvais, mais c'est sûr que c'est pas miraculeux non plus. Donc ça dépend du parcours, ça dépend du poisson, ça dépend de tout ça. Les additifs dans l'amorce, pour certains, c'est voilà, impensable de ne pas mettre d'additifs parce qu'ils ont un secret en mettant tel ou tel truc. Le secret, il est valable jusqu'à la fois où vous prenez une raclée et vous ne chopez pas un poisson. Parce qu'en fait, le secret, il est plus dans la tête du pêcheur. Il y a aussi l'aspect psychologique de l'amorce. Ça semble incroyable, l'amorce, elle est au fond de l'eau, le poisson. Mais c'est psychologique par rapport à vous et à votre façon de pêcher. Donc je vous disais, il y a des poissons de chat au fond, les gardons entre deux eaux sur la grenade. Là, c'est pareil. Si vous allez pêcher qu'avec une ligne de 3 grammes, les gardons entre deux eaux, vous ne les prendrez pas. Vous ne prendrez que les chats au fond. Si vous pêchez avec un 0,40 et les plombs styles et les plombs étalés, vous avez plus de chances de prendre un gardon. Et là, c'est la même chose au niveau du poisson et de l'additif. Vous mettez un additif, si vous êtes persuadé qu'il est bon, je peux vous assurer qu'il est très bon. Même s'il vaut rien, il est très bon. Parce que vous êtes persuadé qu'il est bon. Si vous mettez un produit qui attire les mains, ben vous n'allez pas déjà le mettre dans une amorce à ablette. Vous allez commencer à le mettre sur une grosse amorce, qui tient, qui colle. Donc, premier bon point. Ça vous fait faire la bonne amorce. Si vous recherchez les brèves. Ça va au fond, l'amorce elle est bien compacte, elle reste là. Qu'est-ce qui va se passer? Vous attirez quelques poissons, vous passez une petite ligne légère au départ, 2-3 gardons, non, je veux choper des brèves. Puis j'ai un additif spécial pour la brève qui attire la brève. Donc j'ai pas besoin de pêcher fin, j'ai pas besoin de mettre un hameçon de 22 avec du 7 centièmes et un verre de base. Je mets un hameçon de 14, du 12 ou du 14 centièmes, je pêche avec un verre de terreau, je pêche avec 2 asticots, ou une boule de 10 verres de base, ou un grain de maïs. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, l'additif, il vous fait faire la bonne pêche. Parce que s'il y a une brève dans le coin, que vous pêchez avec une ligne lourde, posée par terre, avec une grosse sèche, la blette, à la descente, elle ne va pas vous prendre, le petit gardon, il ne va pas y toucher. Si vous avez une touche, c'est une taille, une brève, un gros poisson. Résultat, l'additif, il aura fait son effet. Mais c'est sûr, sur le pêcheur, parce qu'il lui aura fait faire la bonne pêche. Donc quand on est persuadé d'un truc, gardez-le, ce truc-là, c'est très bon pour la pêche. Même si vous êtes persuadé d'un truc qui n'a pas vraiment d'intérêt, ça aura de l'intérêt pour vous, parce que ça vous fera faire la bonne pêche. Alors je ne sais pas si j'ai répondu en partie à votre question, mais voilà ce que je peux vous dire. C'est des fois aussi très complexe. C'est pas que les produits. Alors ça serait bien si on pouvait dire oui, il y a une amorce miracle, c'est celle-là, on l'utilise le 1er janvier jusqu'au 31 décembre et elle marche partout. Ça peut marcher si vous allez pêcher tout seul à un endroit où il y a plein de poissons. Mais après, avec le nombre d'endroits qu'il y a à pêcher, le nombre de poissons, les espèces différentes, il faut s'adapter. Au fil des saisons, au fil de vos pêches, au fil des parcours. Ça, c'est la leçon que j'ai pu retenir de mon expérience de pêche. D'autres questions? Allez-y. Alors posez, Maxime va vous répondre maintenant, je ne vais pas vous tenir toute la journée. Juste une question par rapport à tout ça. Quand on voit les pêcheurs faire des doubles coups, des doubles amorçages, on va dire à une certaine distance, on conseillerait juste d'écarter la distance ou de carrément faire 2 amorces différentes? Alors ça c'est pareil, comme Jean l'a très bien expliqué. Souvent quand on sépare les 2 amorces, c'est pour utiliser 2 amorces qui ont 2 mécaniques différentes. Donc, généralement ce qu'on aime bien faire, c'est on garde le courant, on met l'amorce qui trace un peu à droite ou à gauche selon le courant pour attirer.
Ensuite, une amorce un peu plus grossière où on fixe les éches. Et comme ça, l'amorce qui trace, ça permet d'attirer les poissons. Et on a la fixation, une fois que les poissons sont arrivés, pour pêcher sur la fixation et tenir les poissons. Donc voilà, séparer les deux coups. Ça, on le fait aussi souvent sur les distances. Ça nous arrive de mettre une grosse amorce un peu plus loin pour prendre des gros poissons. Et une amorce qui attire un peu plus et prendre des petits poissons un peu plus courts. On joue aussi un peu sur les distances et les mécaniques d'amorce. C'est ce qu'on a fait à Creuswald. À 13 mètres, on a mis de la grosse terre avec des vers de vase, des vers de terre. Ça, ce coup-là, on savait très bien qu'on allait y aller pour prendre des gros poissons. Et après, on a fait un coup un peu plus court, à 5-6 mètres, avec une petite amorce, une amorce qui attire avec le fouillis. Et là, on a pris les petits poissons sur cette amorce-là. L'histoire des deux coups, c'est bon. Ça permet de déjà couvrir un peu toutes les possibilités, prendre des petits poissons au bord et des gros au large. Et bien évidemment, il faut adapter l'amorce par rapport aux distances de pêche et au coup. On ne va pas mettre de la grosse terre à 6 coups ou à 5 mètres pour prendre des gros poissons. Généralement, on met la grosse amorce et la grosse terre au large et on utilise une petite amorce pour pêcher un peu les poissons, les petits poissons à courte distance. Et la grosse terre, c'est de la terre de rivière, pardon. On peut le faire aussi avec de la terre de Somme, mais voilà, c'est la terre de rivière avec de la colle. Autre question ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Tout le monde sait que vous avez mis les amorces au point, donc bien entendu, il n'est pas dans votre intérêt que de dévoiler la composition de vos amorces. Oui. Mais je voudrais savoir, puisque vous savez comme moi qu'il existe des dizaines et des dizaines de farines différentes, parmi toutes ces farines qui existent, il en existe certainement qui ne servent à rien, mais qui sont là simplement pour le commerce. Donc, je voudrais savoir si vous pouvez me donner une base d'amorce. Si je vous dis, moi, je ne suis pas venu acheter d'amorce, je suis venu recevoir une recette d'amorce, même si elle ne marchera pas partout. Naturellement, comme vous dites, ça ne marchera pas partout, parce que ça dépend des jours, ça dépend des températures, etc., enfin de tout. Mais enfin, avoir une base d'amorce intéressante et me dire si, parmi toutes les farines qui existent, qui sont là uniquement pour être vendues et qui parfois ne servent à rien, nous expliquer tout ça. Bon, pour la question, je vais donner le micro à Jean parce que c'est quand même le mieux placé pour y répondre. C'est lui qui met au point les amorces, donc c'est lui qui va nous répondre sur les farines à proprement dit. Oui, pour les farines, il y a peut-être 150 farines différentes. Nous, chez Sensas, on doit fabriquer peut-être 1000 amorces différentes, parce qu'on fait aussi des amorces maison pour les magasins, etc. Donc on a besoin de beaucoup de produits, parce que comme je vous disais, il y a des gens qui croient plus à certaines choses que d'autres, mais le basique, pour être sûr, la chapelure, du biscuit, la farine de maïs, un collant qui pourrait être un tourteau sucré de PV1, du copra mélacé, un peu de graines dedans avec du chènevis, du lait écrasé, un peu de terre pour alourdir tout ça, vous avez la meilleure amorce du monde. Je vous l'assure. Il n'y a pas besoin de plus. Toutefois, à un moment donné, en Italie, Casini, c'était un grand pêcheur, il était venu chez Sensas, je lui fabriquais les amorces, à son nom, dans les sachets. Et il avait vu, on avait du tourteau de citrouille. À l'époque, c'était la mode du tourteau de maïs. Donc, tout le monde pêchait avec du tourteau de maïs. Et il voulait amener un truc. Et le tourteau de citrouille, c'était vert. Et ça ressemblait un peu au tourteau de maïs. C'était très bon pour la pêche. Mais personne ne l'utilisait. Nous, on en mettait un peu dans des vieilles amorces qu'on faisait dans le temps. Et ça avait été abandonné. Il nous en restait, on le vendait en tant que farine. Il m'a dit, ça sert à quoi? Alors je lui ai expliqué. Il en a mis dans son amorce et il s'était rendu compte que sur les carassins, c'était bon. On a vendu des camions entiers de tourteaux de citrouille en Italie, c'était impressionnant. En France, personne n'en voulait. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est que commercial. Parce que les poissons, quand même, le prennent. Et on ne crée pas les farines, nous. C'est les pêcheurs qui nous les demandent. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins de disponibles. Et il y a beaucoup de pêcheurs qui disent, ah ben ouais, mais moi je retrouve plus ça c'était bon, la cameline. Pour le gardon, c'était terrible, les gars. On n'a plus le droit de le commercialiser parce qu'il y a de la aflatoxine dedans et ça ne va pas. C'est plus en adéquation avec l'alimentation animale. Même le tourteau d'arachide, on n'a pas le droit de le mettre dans l'alimentation animale. Et comme on a une agrégation de certification alimentation animale pour l'amorce, on n'a plus le droit d'utiliser ça.
La fiente, on ne peut plus faire d'amorce avec la fiente dedans. Vous pouvez acheter de la fiente, vous la faire, la jeter dans la rivière, mais nous, réellement, certains en vendent, on n'a pas le droit. On est hors la loi. Donc c'est pour ça qu'on n'en vend pas parce qu'on est des nigauds et qu'on ne peut pas en avoir. C'est parce qu'on n'a pas le droit. On doit suivre la législation. Donc, avec 10 produits, vous faites toutes les amorces possibles valables dans toute l'Europe, et avec 150 produits, vous répondez à la demande locale de chaque endroit. Voilà. Mais la base, c'est farine, biscuits, farine de maïs, graines. Terminé. Et terre pour alourdir. Ça, c'est important. L'amorce seule, souvent, ça ne fonctionne pas parce que c'est un peu trop léger. Et ça peut avoir tendance à nager un peu au fond, à bouger avec un mouvement d'eau, avec du vent, avec du courant, et à ne pas tenir les poissons à l'endroit où vous pensez qu'ils sont. Donc c'est pour ça que souvent on met de la terre et qu'on met beaucoup de terre. Et la terre, c'est aussi très important quand on met beaucoup d'èches ou des èches. Si on pêche qu'à l'amorce, il y a besoin de beaucoup moins de terre. D'autres questions? Parce qu'on n'a plus trop de temps. Oui, ce sera la dernière question. C'est la dernière question. Oui, c'est par rapport à la quantité d'amorce. Parce que hier, j'ai vu pendant le cours, j'ai trouvé que l'amorçage était vachement lourd. Comment vous évaluez en début de pêche la quantité d'amorce pour l'amorçage? Alors, pour prendre l'exemple d'hier, on a pêché dans une rivière où il y a beaucoup de courant. Donc forcément, les particules partent avec le courant. Donc on met quand même beaucoup d'amorce. Et on en remet régulièrement pour s'assurer qu'il y ait toujours quelque chose sur le fond. Après, en ce qui concerne nous, les compétiteurs, c'est vrai qu'on mouille beaucoup d'amorce, parce que voilà, on veut couvrir un peu toutes les possibilités, s'il faut rappeler, s'il ne faut pas rappeler. Après, pêcheurs de loisirs, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas besoin de mouiller des tonnes et des tonnes d'amorce. Avec 2 paquets d'amorce, un petit peu de terre, on peut faire la journée de pêche. Donc, pour les quantités d'amorce, il n'y a pas de... Nous, en compétition, on en mouille beaucoup, mais pour pêcher en loisir, il n'y a pas besoin d'en mouiller des kilos et des kilos. Bien, pour conclure, malheureusement, moi je vous aurais tenu la journée entière, hein, vous inquiétez pas, je suis rodé. Je vous remercie tout le monde qui est venu, on a rempli la salle, c'est super bien. Vous avez été participatifs, on n'a même pas eu le temps de démarrer notre conférence parce que j'avais prévu de vous présenter toutes les amorces, mais il fallait d'abord répondre aux questions. Bon, il faudrait beaucoup plus de temps, bon, le temps est imparti, il y aura d'autres conférenciers qui vont venir, pour ceux qui referont peut-être un peu d'amorce, vous pourrez leur poser des questions. Et dans tous les cas, j'ai été heureux de vous rencontrer. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir me retrouver sur le stade Sansas. Je vous répondrai individuellement à vos questions. Et toujours un plaisir de croiser les pêcheurs. Et on se reverra au bord de l'eau dans tous les cas. Merci à tous d'être venus.